Donc en gros, en fait, la dernière enquête qu'on avait faite sur les plateformes de veille, elle remontait à 2022. Et entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu quand même tellement de progrès sur l'IA générative, on s'est dit que ça pouvait être intéressant quand même de faire une petite actualisation. Et surtout, en plus, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu pas mal de rachats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu GeoTrend qui a été racheté, il y a eu pas mal comme ça en fait. Il y a Quebecroll aussi qui a fait des rachats de son côté. Enfin, il y a eu énormément de mouvements en fait dans le marché des plateformes de veille. Donc on s'est dit, ce qu'on mettait en ligne sur la plateforme qui s'appelait plateformedeveille.org est devenu caduque parce que dans cette liste d'une vingtaine d'éditeurs de plateformes, en fait, il y en avait deux, trois qui avaient été rachetés, il y en avait un ou deux qui avaient disparu. Et puis surtout, ils avaient répondu à des questions qui, à l'époque, ne correspondaient pas trop à tout ce qui était IA génératif, qui a fait quand même d'énormes progrès depuis. Donc c'est vrai que là, c'est le numéro spécial de la revue I2D qu'on avait publié à l'époque sur la base des résultats qu'ils nous avaient donnés entre 2021 et 2022. On s'est dit, bon, on va actualiser un petit peu tout ça. Et puis ça fait jamais de mal. Donc, la nouvelle version de plateformedeveille.org reprend en fait les dernières données qu'on a importées, c'était le mois de mars, je crois, mars-avril, de tout ce que les éditeurs ont répondu à nos questions. Alors, on avait actualisé le questionnaire. Et donc, en fait, l'idée, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes répondants. Hein. Il y a certaines personnes, certains éditeurs qui avaient répondu à la précédente enquête, qui n'ont pas répondu à la seconde. Inversement, il y a des éditeurs dont on ignorait l'existence et qu'on a découvert en faisant cette enquête. En gros, c'est vrai que c'est plus de la pêche que de la chasse, là en l'occurrence, puisqu'en fait, finalement, on estime que les éditeurs de plateformes de veille nous ont identifiés pour plusieurs raisons. Il y a eu déjà ce précédent qu'on a fait en 2022. Il y a le fait que plateformedeveille.org soit super bien référencé sur le web. Hein. Quand on tape plateforme veille dans Google, on est numéro 1 sans rien avoir payé en termes de référencement. Et puis, on se dit, bon, des professionnels du monde de la veille, ils vont forcément nous identifier. Voilà. Donc, on était assez tranquille de ce côté-là. On pense que le milieu des éditeurs de plateformes de veille ont bien identifié notre opération qui a duré pas mal de temps. Hein. On l'a quand même laissé, on leur a laissé vraiment 3-4 mois pour répondre à notre questionnaire. Et puis, on a aussi été quand même proactif, c'est-à-dire qu'on a repris la liste de toutes les personnes qu'on avait contactées en 2021-2022. On a tous signalé qu'il y avait de nouveau une enquête de mise à jour. Donc, honnêtement, je ne pense pas qu'on ait oublié grand monde. Les éditeurs de plateformes qui ne sont pas dans la liste, ici, sont, à mon sens, des éditeurs de plateformes qui ont fait le choix de ne pas participer à l'enquête, en fait, très clairement. Donc voilà. Donc on retrouve exactement la même chose que la dernière fois. C'est-à-dire que vous avez comme ça des facettes qui servent de filtres. Et donc dans ces filtres, on retrouve toutes les réponses qui nous ont été faites par les éditeurs. En gros, on a détourné un outil de WooCommerce. En fait, d'habitude, c'est fait plutôt pour les marchandises. Donc quand vous achetez des marchandises, vous avez comme ça un site marchand. Donc là, les marchandises. Et puis là, vous avez tous les filtres. Alors par exemple, sur un site marchand, on va dire, on veut tel prix, on veut telle couleur, telle matière, telle taille aussi, etc., etc. Et là, nous, en fait, on a mis leurs réponses, tout simplement, qu'on a uploadé dans une base MySQL, qui permet comme ça d'afficher quelles sont les plateformes de veille qui correspondent aux besoins en fonction de la situation dans laquelle on est, de la même manière qu'on le fait sur un site, finalement, sur un site marchand, en fait. Hein. Et ce qu'on a rajouté, parce qu'on s'est dit, on ne voulait pas refaire exactement à l'identique une stricte mise à jour de ce qu'on avait fait, on s'est dit, cette fois-ci, on va au-delà du déclaratif des éditeurs, dont il faut quand même toujours un petit peu se méfier hein, de ce qui peut être déclaré. C'est un peu comme dans un appel d'offres, sauf que là, c'est un appel d'offres quasiment dont on mutualise les informations avec l'ensemble des collègues du service public, mais même des organisations privées. Nous, on s'est dit, cette fois-ci, on va aller un peu plus loin que ce qu'on avait fait avant en proposant des vidéos. Donc là, il y a plein de vidéos avec tous ceux qui ont accepté hein, d'avoir des entretiens vidéo avec nous. Et c'est des entretiens vidéo pendant lesquels ils ont levé un peu le capot de leur plateforme de veille. Donc, ce qui fait que ça permet de se rendre compte concrètement de l'ergonomie des plateformes. Donc, tout de suite, on voit, voilà, parce qu'il y a des choses aussi qui sont un peu, voilà, un peu personnelles. On va se dire, bah tiens, on est plutôt à l'aise avec tel type de fonctionnement. On a des logiques très différentes, hein, quasiment des cultures différentes de fonctionnement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aussi une interaction avec les éditeurs. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant quand même d'avoir un peu la culture de l'organisation avec qui on est susceptible de rentrer en relation. Voilà, dans l'échange qu'on va avoir avec eux, on perçoit aussi un certain nombre de choses. Donc,
tous les éditeurs n'ont pas, y compris parmi ceux qui ont répondu à l'enquête, n'ont pas souhaité avoir un entretien avec nous, mais il y en a quand même pas mal. Hein, je ne sais plus, il y en a une bonne douzaine qui ont accepté de faire ces vidéos qu'on a montées. Hein, c'est-à-dire qu'on a quand même coupé pour que ce soit, voilà, il y a des passages où il y a par exemple des erreurs de manipulation. Il y a eu des passages où des éditeurs aussi se sont dit ah non, j'ai parlé un peu vite, je vous ai donné un secret de fabrication. Est-ce que vous pouvez couper au montage? Il y a des choses comme ça, ou même des fois, hein, qui étaient un peu enrhumées, voilà, on a coupé au montage au moment où il se mouche, par exemple, oui. Des trucs comme ça. Mais en tout cas, ça nous donne comme ça des vidéos où on voit concrètement comment fonctionnent ces plateformes de veille. Alors, maintenant, je vais vous livrer un peu les analyses sur la base voilà, des réponses qui nous ont été faites à nos questions. Alors, vous allez voir, là, il y a des doublons parce qu'évidemment, on leur a pas mis une liste fermée de pays. Nous, on s'est dit, voilà, on les laisse sur la base du déclaratif. Et bon, vous voyez comme ça, sans aucune difficulté, qu'on est quand même sur un monde quand même très, très francophone. Et c'est pas exclusivement lié au fait que nous-mêmes, on le soit. En fait, c'est vrai qu'on peut s'interroger parfois sur le fait que la veille ne soit pas un métier quasiment francophone. Parce qu'on le voit beaucoup en Afrique francophone, on le voit beaucoup au Québec, en Belgique, en Suisse. Et c'est vrai que dans les autres pays, on a l'impression que c'est parfois une compétence que le métier a de lui-même et qu'il ne fait pas appel à une tierce personne pour faire de la veille à sa place, ni même pour faire une recherche documentaire à sa place. C'est quelque chose qui est complètement souvent internalisé. C'est quelque chose qu'on observe. Ce qui fait qu'il y a assez peu de sociétés en dehors de la francophonie, hein, en fait. Hein, parce que là, on a la Finlande. Il y avait aussi Silo Breaker qui n'a pas répondu, par exemple, à notre enquête. Mais c'est vrai que sinon, voilà, Top Walker, c'est le Luxembourg. La Belgique, c'est Citizen. Voilà. Donc, on voit qu'on est quand même sur un monde qui est très, très francophone. Et c'est vrai que c'est un sujet d'interrogation. En fait, est-ce que c'est culturel voilà, le fait d'en avoir fait un métier spécialisé avec une division du travail, où on confie à une tierce personne le soin de se mettre, de surveiller l'environnement pour des raisons stratégiques, de détection d'opportunités, de menaces, ou même pour se maintenir à l'état de l'art, c'est peut-être quelque chose qui est complètement internalisé dans d'autres cultures que la nôtre. Voilà. C'est un sujet intéressant et qui est peut-être pas complètement lié au fait qu'on soit nous-mêmes francophones. Hein. Voilà. Alors après, on voit qu'on a quand même beaucoup de PME, hein, principalement, mais il y a quelques grandes organisations. Là, je vous ai mis voilà, les plus grandes. Alors, Chaves Vision a beaucoup grandi hein, ces dernières années, puisqu'il y a eu quand même pas mal de rachats. Ils ont racheté Quam, qui était très spécialisé dans tout ce qui était text mining, médias, etc., notamment pour les chaînes de télé, par exemple, c'était leur premier client. C'est eux aussi, Quam, qui avaient fait l'analyse du grand débat, en fait, à l'époque. Et puis, ils ont racheté aussi GeoTrend, qui est un système qui permet de créer des graphes sémantiques, un peu comme ce qu'on a fait dans nos ateliers avec Cortex, mais de manière très facile, en fait. Hein. Ça va crawler les 500 premiers résultats de Google, puis après, ça va faire des analyses sémantiques, on va pouvoir regarder les relations entre des organisations, par exemple, etc. etc. Et c'est vrai que Chavsvision a fait un certain nombre de rachats dans ce domaine. Donc, c'est vrai que pour le moment, Chavsvision, c'est vraiment la première société qui a un peu l'ambition en fait, de devenir un peu un fleuron national en la matière. Et puis ensuite, on trouve Talkwalker, donc qui est francophone, mais qui se trouve au Luxembourg. Talkwalker, d'ailleurs, auquel on est abonné au service d'information du gouvernement, je crois, il y a un marché avec eux. Valona, qui est la finlandaise. Et puis Digimind, voilà, qui est une des plus anciennes. Hein. Donc, c'est une société française qui s'est exportée aussi à l'international. Et puis après, on arrive à Akio aussi. Et puis, alors c'est un peu pénible ce truc qui me dit que ça partage l'écran, on va le mettre un petit peu ailleurs, voilà. Voilà. Alors, moi ce que je trouvais intéressant comme question aussi, alors c'est peut-être un peu par rapport à notre situation à nous, mais bon, j'en ai profité pour poser les questions qui m'intéressaient plus spécifiquement. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était un peu de savoir quand même quelles étaient les plateformes qui étaient modulaires. Parce que moi, je trouve que parfois, c'est un peu pénible de devoir acheter un peu un truc tout en un, avec, on achète le module de collecte, avec le module de diffusion, le module d'analyse dans le cycle de la veille. Moi, je trouve qu'en fait, ils ne sont pas toutes égales, ces plateformes. Je trouve que, par exemple, qu'il y en a qui sont très, très bons dans la surveillance de sources bien spécifiques. Il y en a qui, en étant très bons dans ce domaine-là, vont être très mauvais dans la diffusion. Moi, j'ai vu, alors je ne vais pas citer de nom, mais j'ai vu des plateformes de veille dont la diffusion sur le web ressemble à la diffusion des années 90. Donc, c'est pas acceptable. On voit parfois des newsletters qui ne sont pas non plus tout à fait au point. Et puis, il y en a qui proposent encore très peu parfois d'analyse textuelle de corpus de veille. Donc, moi, j'aime bien l'approche qui consiste à se dire,
ben, pour chacune de ces fonctions, à savoir la surveillance de sources, la curation, la diffusion, et puis tout à la fin, l'analyse de corpus de veille, moi j'aime bien me dire, ben, je vais choisir celle qui me semble la plus efficiente dans son domaine. Donc, on a posé cette question et on voit que, voilà, par exemple, Chaps Vision, CoExcel, XO, KB Crawl, enfin KB Suite, etc., propose d'acheter séparément les modules. Et ça, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant, à condition effectivement de mettre un peu les mains dans le cambouis, de faire coïncider ensemble différents modules, mais c'est quand même assez facile à faire, hein, au final. Voilà. Alors, ensuite, on a demandé les secteurs dans lesquels ces plateformes étaient les plus performantes, en fait. Et on observe un peu la même chose que la dernière fois, hein. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup évolué. On voit que voilà, le secteur juridique, ça reste évidemment un des secteurs qui est les plus difficiles dans le monde de la veille. Pour une bonne raison, hein, c'est peut-être la raison du modèle économique. C'est-à-dire que souvent, dans le monde juridique, déjà, on est sur un monde qui est quand même assez national. En fait, bon, bien sûr, il existe du droit international. On est quand même sur un univers assez national et avec un modèle qui consiste un peu à ce que l'information soit… on organise un peu la rareté de l'information pour mieux en tirer une sorte de rente, d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'on voit que les sources de veille font partie des sources les sources juridiques, pardon, font partie des sources les plus difficiles à surveiller automatiquement. C'est très difficile, par exemple, de surveiller automatiquement LexisNexis et tous les autres, évidemment, parce que voilà, contrairement au monde scientifique, par exemple, le monde scientifique, là, on est dans un modèle économique totalement différent. Il faut faire, entre guillemets, le buzz. Il faut essayer d'avoir un impact. Il faut essayer de publier dans des revues à fort facteur d'impact, donc à forte visibilité, à fort audimat, hein, d'une certaine manière, on pourrait dire, dans un autre milieu. Eh bien, en fait, là, on est sur un modèle économique totalement différent. On est celui sur l'économie de l'attention. Et donc, on a intérêt dans le monde scientifique à être un maximum visible et donc à être un maximum interopérable. Donc, on a intérêt à avoir des flux RSS, à avoir voilà, la facilité de réutilisation des données. Et ce qui est moins le cas peut-être dans le monde juridique. Et effectivement, on observe bien qu'il y a quand même des différences qui perdurent. En fait, cette analyse a quasiment pas changé depuis la dernière fois au final. Et voilà, les sources juridiques qui restent difficiles à surveiller, mais voilà, il y a quand même quelques éditeurs de plateformes qui se sont un peu démarqués à ce niveau-là. Après, sur les types de veille, voilà, on observe aussi qu'il y a vraiment deux métiers, c'est-à-dire il y a une grosse différence entre les éditeurs de plateformes de veille. Il y a ceux qui sont vraiment dans le monde de la veille réputationnelle, la veille image, voilà, réseaux sociaux. C'est quasiment un métier à part. En fait, ça se différencie de plus en plus. Et les autres, en fait, là aussi, c'est quelque chose, peut-être qu'on a vu s'accroître un petit peu par rapport à la dernière fois. Et puis là, voilà, quelques technologies qui sont plus spécialisées dans ce type de veille. Aleph, eux, c'est plutôt tout ce qui est dark web, hein, notamment. Et puis, voilà, Digimind Social et Talkwalker qui sont voilà, très spécialisés dans la veille sur les réseaux sociaux et sur la réputation des organisations et des personnes, hein, aussi. Voilà. Après, l'autre question, moi, je trouve que c'est une question qui est assez intéressante, bon, qui date peut-être encore un petit peu maintenant, parce qu'en fait, c'est moins tranché qu'à une certaine époque. Mais c'est vrai que il y a eu toute une époque, en fait, où on avait surtout en fait des veilles qui consistaient à surveiller vraiment des sources très spécifiques. C'était vraiment en dentelle. On allait voilà surveiller telle ou telle source de manière très 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 spécifique. Et puis un autre type de veille qui est plus un peu lié au monde du big data, où on se disait ben là on surveille en masse tout le web en fait sans en prenant vraiment dans les voilà vraiment en masse. Et on allait filtrer, c'est ce qu'on appelle de la veille radar, c'est-à-dire qu'on allait filtrer parmi tous les contenus en masse qui remontaient, bah, ceux qui correspondaient à une certaine sémantique. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent opposé un peu les deux, y compris chez les éditeurs. On a quand même une tendance à avoir des éditeurs qui sont plus sur des veilles comme ça, où on surveille vraiment des sources spécifiques, et puis d'autres où on surveille en masse et on filtre avec des mots-clés. Mais ça, c'est vrai que c'est très, très rare aujourd'hui. On observe que les éditeurs qui se positionnaient plutôt comme étant des éditeurs qui surveillent un peu en dentelle, vraiment très, très finement, sont en train d'ajouter des bouquets de sources parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient énormément de marché. C'est par exemple le cas de KB Crawl. KB Crawl, bah, ils se sont rendus compte que dans les appels d'offres, eh ben, on leur demandait est-ce qu'ils sont capables de surveiller 500 000 sources à la fois, et eux, c'était une par une, donc ils perdaient marché. Et donc, ils sont en train de revenir là-dessus et de proposer des bouquets entiers. Voilà. Mais
voilà, les packs de sources déjà paramétrés et présélectionnés par secteur d'activité, vous voyez, c'est quand même un oui à 87% des réponses qu'on a obtenues. Donc là, et puis quand c'est pas oui, c'est en développement. Il n'y a plus aucun non, en fait. Hein. Alors, le speech to text, ça fait aussi partie des choses qui semblent quand même très, très, très intéressantes, puisqu'en fait, on observe que, bon, ça c'est une intuition personnelle, en tout cas, que je vous livre. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on est peut-être à un tournant, c'est-à-dire que peut-être que les sources sur support textuel sont peut-être en train de perdre un peu en qualité aussi, notamment avec l'IA générative. Et je trouve, en tout cas, c'est un avis personnel et que je partage avec pas mal de collègues avec qui j'en discute. Je trouve qu'en fait, dans les podcasts, dans les vidéos, on trouve de plus en plus de contenus intéressants, originaux et plus enrichissants. Moi, souvent, je trouve plus de contenu intéressant quand je vais dans ce type de support que quand je suis dans le textuel, où le textuel, y compris avant l'IA générative, avait déjà un peu moins de saveur. Et j'avais l'impression d'apprendre un peu moins de choses en allant sur ce type de contenu. Et c'est vrai que c'est compliqué, les contenus vidéo, ça fait perdre beaucoup de temps parce qu'en fait, y compris si on écoute, moi c'est ce que je fais dans le train, je m'écoute beaucoup de podcasts et de vidéos YouTube que je lis en accéléré, c'est pour ça que j'ai un débit dorénavant qui est assez, voilà, qui débite un peu. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez chronophage. C'est difficile, je pense, quand on est veilleur sur son poste de travail, de se dire bon bah là, je vais attendre 1 heure et demie avec mon casque et écouter une vidéo pour en tirer, voilà, pour en faire une synthèse. Je trouve que c'est quand même difficile de consacrer ce temps-là, y compris quand on le lit en vitesse x2. Ça reste quand même compliqué. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi là le monde des éditeurs de plateformes de veille vont de plus en plus et se positionnent surtout de plus en plus sur ces technologies-là qui permettent de convertir tout l'audio en texte. Et ça le convertit même en vitesse accélérée. C'est ça qui est quand même assez sympa. Et là, on voit que, vous voyez, on est quand même à 25% d'éditeurs de plateformes de veille qui proposent déjà de surveiller, par exemple, avec des mots-clés, un certain nombre de sources qui ont été converties en texte. Je vous signale, pour ceux qui adorent, par exemple, YouTube, que vous avez un site comme Filmote qui vous permet de faire des recherches dans le texte intégral de YouTube converti en texte. Très, très pratique pour identifier des chaînes YouTube intéressantes ou pour faire des recherches sur des mots assez spécifiques. Voilà, ça c'est des choses assez intéressantes par exemple. Mais en tout cas, on voit voilà, le speech to text est vraiment en train de se développer. Et on voit la dernière version de GPT-4o en fait propose cette fois du text to speech. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de fluidité aussi dans la manière dont l'intelligence artificielle vous parle. On a le sentiment d'avoir une conversation avec un vrai humain en fait. Hein. C'est quand même assez troublant. Et ça fonctionne vraiment très bien. Nous, on l'a testé, par exemple, sur certaines chaînes YouTube. Avec Abécrol, on l'a testé. On surveillait des chaînes YouTube et on avait Olivier Dussopt. Et moi, j'étais persuadé qu'il allait faire une faute d'orthographe dans la manière d'orthographier son nom. Il n'y a pas eu de faute d'orthographe. Donc, en fait, c'est un peu comme les logiciels, finalement, d'OCR, de reconnaissance de caractères en son temps, quand on était au début de la numérisation. C'est vrai que c'est associé à des dictionnaires de langue et des dictionnaires de noms propres aussi. Et c'est vrai que la qualité, nous en tout cas, tous les textes qu'on a océrisés comme ça, enfin qu'on a speech to textisé, grâce à ces technologies-là, on s'est rendu compte que c'était vraiment, vraiment très, très efficient. Voilà les premiers exemples, en tout cas d'éditeurs qui proposent en fait du speech to text. Voilà, SynDub, par exemple, en fait partie aussi. Et puis, alors, par contre, l'écriture collaborative, tout ce qui est veille collaborative, là, ça reste encore très rare. Vous voyez, le nom est quand même à 43,8%, et puis le partiellement à 31%. Donc, si on fait la somme, en fait, vous voyez qu'il y a encore assez peu d'écriture collaborative. Moi, j'observe que ça reste encore difficile. La veille collaborative, c'est un peu un slogan. Dans les faits, je ne sais pas si vous constatez la même chose chez vous, mais je trouve qu'il y a assez peu de commentaires, d'interventions, voire même de contenus qui sont librement adressés par des utilisateurs au sein de ces plateformes. Et ça, je pense que c'est surtout pour des raisons culturelles. On est quand même sur des modèles finalement assez aristocratiques en fait en France, malgré le fait qu'on ait mis fin assez violemment à l'Ancien Régime. C'est vrai qu'en fait, il y a des choses comme ça qui font. Moi, c'est des choses que j'ai observées quand j'ai travaillé à un moment donné sur le crowdsourcing. Et c'est vrai qu'on observait que, par exemple, sur des domaines, par exemple, de conservation du patrimoine, il y a plein de plateformes qui font appel à du crowdsourcing pour, par exemple, parler d'incunables, d'enluminure médiévale, où des médiévistes vont échanger très librement sur ces plateformes.
Mais quand on a des professionnels, quand on a des conservateurs de bibliothèque, ils vont pas trop oser se mettre comme ça en visibilité sur un espace public parce que en fait, il y a une sorte de risque qui est pris vis-à-vis de son prestige, de son statut aussi. Et donc, en fait, on préfère avoir des interactions souvent. Ça a été mesuré. Hein. Il y a des études sur. Voilà. Moi, c'était un sujet de thèse que j'avais fait sur ce sujet-là. Et en fait, on observe que c'est quelque chose qui est très facile pour les amateurs, mais beaucoup plus difficile pour les professionnels, en fait, que de participer à des dispositifs très collaboratifs, très ouverts comme ça. Parce qu'il y a une sorte de prise de risque par rapport à son statut au final. Hein. Voilà. Et donc, ça, l'écriture collaborative, en tout cas, c'est pas encore tout à fait dans les clous pour les plateformes de veille, mais on leur a posé la question. Et on a quand même quelques réponses, hein, notamment les Scandinaves, Valona, qui ont répondu oui, Digimind Social aussi, puis Turbot. Turbot, en fait, c'est esprit collaboratif, et eux, c'est vraiment leur cœur de métier que d'essayer. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir sur toutes ces plateformes, il y a des stratégies différentes. Et Turbot, eux, esprit collaboratif, ils sont vraiment en train de développer surtout l'accompagnement pour en se disant que la veille, en fait, il faut sortir un peu de ce modèle avec une cellule de veille qui diffuse de l'information vers une cible un peu passive et de se dire tout le monde doit être acteur de la veille, tout le monde doit être actif là-dedans. Quelqu'un qui a une information, il doit la partager avec ses collègues. Et c'est d'essayer de se dire, il faut sortir aussi de quelque chose qui nous piège un peu, c'est-à-dire le fait d'être comme ça, une profession un peu spécialisée. Et finalement, ça amène à la passivité parce que les personnes se disent, on a une cellule de veille, donc si on les paye, c'est à eux de s'en occuper de la veille. Or, chacun, des fois, a des informations, y compris quand on fait du renseignement humain, quand on va sur un salon ou quand on déjeune avec quelqu'un, on peut avoir une information qui peut être intéressante à partager avec ses collègues. Voilà. Alors, la possibilité de chercher par image, là, on voit que c'est encore très limité. C'est pourtant quelque chose qui pourrait être très, très intéressant de rechercher, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui ferait une veille par exemple, sur son ministre. Ça peut être très intéressant de voir à chaque fois qu'il y a sa photo. Ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien hein, au niveau technologique, mais c'est pas encore des technologies qui sont très souvent implémentées dans les plateformes de veille. Or, je pense que nous, dans les veilles, notamment réseaux sociaux, des veilles images, ça peut être intéressant de surveiller un logo, surveiller un logo d'une administration, ou surveiller le visage de plusieurs collaborateurs un peu mis en avant d'une organisation. Ça peut aller parfois plus vite que de surveiller sur le nom. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont aussi visibles sans qu'on ait leur nom à côté. Et donc, ça peut être intéressant, ça permet de réagir très, très vite. C'est-à-dire que, imaginez, par exemple, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais vous avez un conseiller, par exemple, de ministre dont la photo dans un lieu se trouve comme ça sur le web, on pourrait le détecter sans que son nom soit affiché. En fait. Donc, ça permet comme ça peut-être de détecter des éventuelles menaces, par exemple. Voilà. Donc, recherche par image. Là, on a Aleph. Alors, évidemment, parce que Aleph, c'est le dark web. Et Topolker, qui est plutôt spécialisé, effectivement, réseaux sociaux. Voilà. Alors après, moi, je me suis intéressé aussi, mais ça aussi, c'est une question, moi, qui me tenait un peu à cœur. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi ces éditeurs de plateformes de veille mettent autant de moyens à essayer de redévelopper des CMS comme WordPress, comme Joomla, etc., etc., alors que sur le marché, il existe plein de logiciels libres qui font très, très bien le job, qui ont énormément de fonctionnalités et qui, sur le plan de l'ergonomie, sont vraiment très efficients. Et je me dis, c'est dommage parce qu'en fait, ils mettent beaucoup d'énergie, parfois, et de moyens humains et financiers dans le développement de choses qui sont sur étagère. Nous, par exemple, et vous aussi, d'ailleurs, à ministère de la Culture, vous avez fait le choix de WordPress. Et c'est vrai que, du coup, ça permet de concentrer nos moyens financiers sur ce dont on ne dispose pas gratuitement, parce que le CMS, on l'a déjà, il est très, très bon. C'est vraiment la surveillance. Moi, je pense que les éditeurs, ça serait intéressant. Ils se disent, on va plutôt négocier avec les LexisNexis, par exemple. On va négocier avec tous ces éditeurs juridiques, on va développer nos crawlers pour être capable de surveiller beaucoup plus de contenu, plutôt que de mettre autant d'argent et de moyens humains financiers sur le développement de fonctionnalités de diffusion qu'on a déjà via les CMS. Et donc, j'aurais demandé, effectivement, ça fait partie des questions, est-ce qu'ils ont déjà utilisé un CMS déjà existant? Et vous voyez, il n'y en a que 40% qui font ce choix-là. En fait, alors la plupart, ce qu'ils répondent quand on les interroge un peu comme ça, de manière informelle, ils disent oui, mais c'est les administrations comme la vôtre qui nous demandent pour des raisons de sécurité, qu'on développe tout nous-mêmes. Voilà. Puis il y a des notions aussi de contrôle. Voilà, il n'y a pas trop de lâcher prise. On aime bien avoir la plateforme qui fait tout, le café et tout ça.
Et c'est vrai que moi, elle me dit, peut-être que c'est peut-être que la stratégie qui consisterait à se dire, on va se spécialiser dans un truc, ça serait peut-être une meilleure stratégie, en tout cas plus économe en deniers publics notamment. Voilà. Et alors voilà les CMS qu'ils utilisent. Donc on a effectivement WordPress, côté Syndup, puisqu'ils ont repris un peu l'expérimentation qu'on avait développée ici. Et puis voilà les autres réponses qui nous ont été faites. Alors, parmi ceux qui utilisent les CMS, tous n'ont pas divulgué quelle était la solution utilisée. Hein. Voilà. Alors après, là, on s'est penché sur l'IA, parce que c'était comme ça la grande nouveauté quand même au moment de cette enquête. Donc la première des choses, si on reprend un peu le cycle de la veille, c'est déjà faire le sourcing et détecter de nouvelles sources par apprentissage en prenant en fait les sources qu'on surveille déjà et en essayant de détecter celles qui leur ressemblent le plus, un peu par machine learning. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est déjà quand même à 43% utilisé. Et puis, l'idée, c'est par exemple, vous voyez, si par exemple, on imagine que moi, je fais ma curation. Alors, ça va être la truc d'après. Bon, là, c'est juste la détection des sources. Donc, on voit effectivement Digimind, Seekeasy, etc. Et voilà. La curation, là, on voit que cette fois, ça, c'est carrément majoritaire, puisqu'on est à 56% de oui. Et puis les autres, c'est quand même en développement pour une grande partie d'entre eux. Et là, en gros, l'idée, c'est de se dire, quand moi, je fais ma curation, c'est-à-dire, j'ai, je sais pas, aujourd'hui, j'ai 500 articles qui remontent grâce à mon dispositif de veille. Sur ces 500 articles, allez, je vais en lire 50. Et sur ces 50 articles, je vais en sélectionner 2. Au fil du temps, si d'un côté, je mets le corpus des articles que j'ai validés, et de l'autre, je mets le corpus beaucoup plus grand, hein, normalement, si je fais bien mon boulot, des corpus des articles que je n'ai pas validés, eh bien, on va pouvoir automatiser un peu ça en disant, le nouvel article qui arrive, qu'aucun humain n'a lu, en fait, qu'aucun humain n'a regardé si c'était intéressant ou pas, eh bien, on va être capable de calculer s'il a plus de chances de se retrouver, s'il ressemble plus au niveau de son contenu sémantique, s'il ressemble plus au corpus des articles que j'ai validés, ou plutôt au corpus beaucoup plus nombreux des corpus que j'ai pas sélectionnés, des articles que j'ai pas sélectionnés. Et c'est comme ça, en fait, que c'est du machine learning, hein, donc c'est tout simple. C'est comme ça qu'en fait, on arrive à automatiser, y compris la curation. Alors là, vous allez me dire, c'est peut-être un peu inquiétant pour le métier, mais ça veut dire qu'effectivement, on va là aussi peut-être un peu lâcher prise, peut-être un peu lever l'accélérateur sur cette activité de curation pour le mettre ailleurs, peut-être sur l'analyse notamment, et peut-être que la curation, c'est moins intéressant que l'analyse comme activité. En tout cas, en termes de développement personnel, on peut le penser. Mais voilà, ça devient majoritaire dorénavant. Les plateformes, elles apprennent de nous, elles apprennent des humains. En fait, l'intelligence artificielle, on lui a tout appris. En fait, c'est notre enfant, quelque part. Elle a appris de tout ce que l'humanité avait produit comme texte depuis son origine d'ailleurs. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, l'intelligence artificielle va apprendre de notre curation. Alors, ça peut être très personnel, hein, parce qu'effectivement, peut-être qu'on ne fait pas tous la même curation. On met 2 humains. Pour l'un, cet article est super pertinent, alors que pour l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, d'un point de vue individuel, on peut comme ça finalement modéliser la sémantique de ce qu'on va sélectionner quand on fait notre curation. Et ça, voilà, on voit que ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment maintenant quasiment, qui est majoritaire. Alors, les résumés, là aussi, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc nous, on l'a testé aussi en branchant à un moment donné, hein, on a branché une clé API GPT-4 sur des contenus. Nos contenus sont dans une variable qui s'appelle $content et on lui a dit en langage naturel, est-ce que tu peux me résumer $content? Alors moi au début, j'avais dit en peut-être 300 mots. Et petit truc rigolo quand même, c'est qu'en disant ça, je suis tombé par malchance sur un article qui faisait moins de 300 mots. Et en fait, c'était un événement. Et il y avait juste le nom des intervenants. Et en fait, il a été me chercher la biographie des intervenants pour respecter la consigne que je lui avais donnée de 300 mots. C'est quand même rigolo. Et du coup, après, je me suis rendu compte en faisant ça qu'il fallait lui donner en fait un nombre relatif. Donc là, je lui ai dit, tu me fais ça en 10% des mots de l'article d'origine. Ce qui fait qu'en faisant ça, pour lui, calculer 10% du nombre de mots, calculer le nombre de mots, c'est facile. Calculer 10% du nombre de mots d'origine, c'est facile aussi. Et c'est vrai que ça donnait de très, très bons résultats. Et après, on peut bien sûr lui dire, imagine que tu es tel ou tel type de personne. Imagine que tu es un analyste, par exemple, sur les marchés financiers, que tu es un expert de sujet. Et quand on lui dit ça, lui, il mobilise
voilà, tout son corpus d'apprentissage relatif à ce sujet-là. Et donc, il est expert du sujet. De la même manière que si je lui avais dit, voilà, imagine que tu es un chirurgien expert, et ben, il va mobiliser toute la littérature médicale. Et donc, il va être en mesure, alors le prompt, il faut sans arrêt l'améliorer, hein, mais il va être en mesure de produire des résumés vraiment de très très bonne qualité. Sur ce truc-là, moi, j'ai pas trop de doutes en fait. Les résumés, et en plus, il n'y a pas vraiment d'hallucination. Il y a eu aussi des trucs où il nous a inventé des faux articles de loi à un moment donné. C'était dans la version, c'était dans la version 3 hein, de GPT. Mais sinon, non, non, ça c'est vrai que, et d'ailleurs, vous voyez, 68%, ça coûte pas très cher. Alors, il y en a qui se font pas mal de fric avec ça. Je vais pas citer de nom, mais il y a des éditeurs qui revendent beaucoup plus cher le service. Hein. Voilà. C'est vrai que voilà. Alors, les synthèses aussi, on peut, ça c'est aussi quelque chose qui a 50% de réponse oui. C'est-à-dire la possibilité de dire, bon, tu fais ça résumé par article, mais tu peux aussi faire un résumé sur 50 articles et faire une sorte de note de synthèse. Peut-être qu'un jour, les notes de synthèse seront plus demandées dans les épreuves de concours de la fonction publique. Peut-être qu'on aura des machines à écrire et ça sera plus manuscrit non plus. Voilà. Alors, ensuite, là, alors ça par contre, là, vous voyez, là, ça, on est encore très, très en retard. Détection des textes générés par l'IA. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être pas encore complètement sur étagère. On entend parler de certains outils, de certaines technologies. Logiquement, de la même manière qu'on peut, par machine learning, faire deux corpus. On fait un corpus de textes dont on sait qu'ils ont été générés par de l'IA, un corpus dont on sait qu'ils ont été générés par de l'humain. Et après, c'est assez facile de voir finalement si ça ressemble plus à un corpus généré par l'IA ou par de l'humain. De la même manière, finalement, l'IA nous sert aussi à repérer ce qui a une origine IA parmi les textes. Mais, vous voyez, ça, c'est pas encore implémenté. Alors, ceci dit, moi, je parle pour moi, mais ou peut-être que je m'en rends pas compte, hein, mais j'ai pas le sentiment d'avoir, pour le moment en tout cas, encore énormément de contenus qui sont générés par l'IA. Mais ceci dit, avant même que l'IA générative existe, moi, c'est marrant, je sais pas si vous avez ce même sentiment, moi, j'avais parfois le sentiment de voir des humains parler déjà comme des IA alors que ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée un peu bullshit, le truc un peu consensuel, peut-être bien cru, peut-être bien con, il y avait déjà, je pense, des contenus qui étaient de très très pauvres qualitativement. Et quelque part, le moment où on passe à une IA générative, qui elle aussi, hein, c'est vrai que ça ne fait pas non plus de miracle, hein, c'est pas une pensée originale, hein, l'IA générative. C'est très bien pour faire du résumé, de la synthèse, mais pour produire quelque chose de tranchant, d'incisif, de nouveau, d'original, non, là c'est sûr qu'on a encore de beaux jours devant nous. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est pas encore demandé, ou en tout cas, c'est pas encore offert par les plateformes de veille. Alors, il y a la plateforme Valona là, qui le propose, mais cela, on n'a pas eu d'entretien avec eux. Alors, en même temps, il aurait fallu peut-être faire un entretien en anglais, j'imagine. On serait peut-être sorti. Hein, c'est aussi. Ah oui. Ouais. D'accord. On change de nom. Ah oui. Ok. Alors, la détection de fake news. Alors, ça aussi. Alors bon, pour la détection de fake news, c'est vrai que c'est pas simple non plus, mais on peut aussi le faire par machine learning. On peut aussi le faire par source, mais on n'est pas à l'abri parfois. Voilà, c'est comme nous en fait. Hein, la même personne peut dire des choses très bien à un moment donné, puis tout à coup glisser une petite connerie. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu risqué, moi je trouve parfois, de se dire tiens, je fais entièrement confiance à cette source. Il n'est pas exclu qu'un jour, dans cette source, il y a un journaliste qui dise quelque chose de faux, y compris des sources très officielles, en fait. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, là en fait, il y a des gens qui travaillent là-dessus, sur la détection des fake news par machine learning, qui aille un peu au-delà du sourcing, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu gênant parfois. On a un peu le sentiment qu'on met à l'index certaines sources, même s'il y a certaines sources, c'est clair, hein, le Gorafi, je pense pas qu'ils vont devenir sérieux. Bon, non plus, c'est pas leur objectif, hein. Mais voilà. Donc on a, pour le coup, on a Curbot, Digimind Social et Valona aussi qui proposent ça. Alors l'analyse du sentiment, ça c'est quand même assez ancien hein, maintenant, parce que voilà, ça c'est vraiment des technologies un peu héritées, un peu du text mining aussi. Et donc ça, en fait, on voit que c'est quand même à peu près, on en a pas mal. Donc là, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, quand vous prenez plein de tweets, eh bien, si des humains apprennent à de l'intelligence artificielle en disant, tiens, là, c'est de l'ironie, là, c'est de la joie, là, c'est de la colère, eh bien, à la fin,
Quand on a de très, très gros corpus, ben, on est capable de repérer ça. Alors, ça repère dans les grandes lignes. C'est vrai que sur du détail, ben, c'est le truc qu'on utilise de manière assez classique. On l'entend souvent. Et c'est vrai que, typiquement, je pense qu'encore maintenant, si sur un réseau social, je dis, ah, il est génial, ce nouveau smartphone, il est déjà en panne, je suis ironique, mais l'intelligence artificielle ne va pas forcément le détecter. Et parfois, il y a des humains qui ne détectent pas non plus l'ironie. Donc, bon, sur un grand volume, ça marche bien. Mais moi, je sais que je m'étais amusé à faire ça pendant au moment où, Pierre Moscovici avait été nommé premier président de la Cour des comptes. J'avais pris tous les tweets où il y avait le mot Moscovici, puis après, j'avais fait un tri. Et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal, en fait. Et j'avais fait ça aussi bon, sur ma commune, sur une plateforme de démocratie participative. On avait analysé comme ça les contributions et les commentaires des citoyens. Et ça nous avait permis de voir que finalement, avec de l'intelligence artificielle, on obtenait quasiment la même note que ce que les élus, en analysant en triple aveugle, on avait fait ça en triple aveugle, c'est-à-dire avec un adjoint au maire, un conseiller municipal et moi, en fait, on avait pris tous les commentaires, on leur avait mis des notes entre 1 et 5, et puis après, on avait confronté nos différences, voilà, pour être sûr, dans certains cas, où il y avait une grosse différence entre nous. Et après, on a fait la moyenne, on s'est rendu compte, alors on était à 3,7 sur 5, 3,7 sur 5, 5 c'était positif, et 0 c'était négatif. Et on s'est rendu compte finalement que les contributions de citoyens étaient plutôt positives, ce qui n'était pas le sentiment des élus. Il y a plutôt l'impression parce qu'ils s'étaient parfois un peu focalisés sur, voilà, un peu sur le côté du citoyen qui va râler sur une plateforme. Et c'est vrai qu'on a tendance à donner mentalement un peu de poids à ça, alors que si on prend dans la masse, on se rendait compte qu'on était à 3,7. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a utilisé l'intelligence artificielle pour reproduire ça. Et on a obtenu quasiment la même moyenne avec 2 intelligences artificielles de Cortex que ce qu'on obtenait en fait en faisant le travail à la main. Et donc l'idée après, c'est d'arrêter de faire le travail à la main. Une fois qu'on l'a fait une fois, on sait qu'on peut faire confiance à l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse du sentiment. Ça, c'est des technologies qui fonctionnent très bien en fait. Maintenant, il n'y a plus trop de soucis avec ça. Et donc voilà les plateformes. Par exemple, Digimind Social, il le propose depuis très très longtemps. L'analyse du sentiment de tous les contenus, ça marche très très bien ça. Voilà. Et puis après, tout à la fin en fait, parce que chaque étape du dispositif de veille est impactée par l'intelligence artificielle, y compris l'analyse, puisqu'en fait, là, on est dans des choses de type un peu text mining, c'est-à-dire qu'on prend le corpus de veille et on va détecter les noms de concepts, les noms de lieux, les noms d'organisations, les noms de personnes, et on va pouvoir en donner des représentations visuelles sous forme de data visualisation. Donc, ça peut être des cartes géographiques sur les noms de lieux qu'on a détectés. Ça peut être des réseaux de personnes qui collaborent ensemble, ou qui sont cités ensemble, plutôt en co-citation dans les textes. Ça peut être des réseaux de concepts aussi. On peut voir les concepts qui émergent, ceux qui, au contraire, déclinent, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose, voilà, en faisant des cartographies par co-occurrence et occurrence, en fait, ça marche plutôt pas mal. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'assez ancien, qui n'a pas attendu du tout l'intelligence artificielle générative. Ça, c'est l'intelligence artificielle d'avant. Et quelque part, cette intelligence artificielle d'avant, c'est celle qui nourrit l'intelligence artificielle générative. Parce que quand on prend ces graphes, finalement, ce sont des graphes un peu statistiques qui disent, après tel mot, en général, il y a aussi tel mot. Et quand le truc, il parle, il fait ça dans l'autre sens. C'est comme ça, en fait, qu'il parle. Parce que, quelque part, on lui a appris avec des graphes que tel ou tel mot, ça met bien. Et donc, aujourd'hui, quand l'intelligence artificielle nous parle, en fait, elle met des mots qui s'aiment bien. C'est comme si elle faisait une moyenne, non plus sur des chiffres, mais sur de la littérature. Et donc, finalement, ces technologies-là sont anciennes, mais c'est celles qui ont abouti aujourd'hui à l'intelligence artificielle générative. On a ajouté tous les corpus, les 40 millions de livres numérisés par Google Books. On a ajouté tout Wikipédia. Tous ces contenus-là, on ne les avait pas avant. On a rajouté toutes ces analyses qu'on a faites qui permettent d'avoir des grands graphes sémantiques. Et dorénavant, on arrive à avoir des outils qui nous donnent l'illusion de penser, en fait, parce qu'ils ont quelque part modélisé la littérature sur plein de sujets. Voilà. Donc, les cartes géographiques sur entités nommées, ça aussi, c'est plutôt oui. On peut les afficher donc sur des cartes géographiques. Alors, la question maintenant, on quitte un peu le monde de l'intelligence artificielle pour revenir au monde des humains. Je trouve que c'est intéressant de savoir aussi à chaque fois, pour ces éditeurs de plateformes, est-ce qu'il existe un club utilisateur? Et là aussi, on voit que c'est quand même quelque chose d'assez développé. Alors, on ne leur a pas posé que ces questions-là, on leur a demandé aussi toute la littérature qu'ils produisent eux-mêmes, est-ce qu'ils produisent des vidéos, est-ce qu'ils produisent des choses en français. Mais bon, la plupart sont francophones. Voilà. Alors, on leur a demandé les coûts.
Là, j'avoue qu'on a eu pas, on a eu que 6 réponses hein, quand même. C'est-à-dire que ils ont moins communiqué sur les couples la dernière fois. La dernière fois, on était autour d'une moyenne, je crois, de mémoire, c'était un peu plus de 40 000 euros. J'aurais pu dire c'était 42 ou 45 000 euros par an en moyenne. Voilà. Là, on n'a pas eu beaucoup de réponses sur les coûts. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils sont assez peu transparents, je trouve. C'est assez rare qu'un éditeur de plateforme de veille affiche ses coûts sur son site. En général, il faut les contacter et c'est vrai que ça se fait quand même un petit peu en fonction du client. Et quand on fait des tours de table comme ça entre veilleurs, on se rend compte que il y a des bizarreries. Il y a des collègues qui doivent être très très bons en négociation et d'autres qui le sont beaucoup moins et qui sont un peu déçus à ce moment-là. Mais voilà, c'est vrai que les coûts, c'est encore quelque chose qui n'est pas complètement transparent, en tout cas. Alors, et maintenant, voici, je vais vous les passer un petit peu en revue hein, rapidement, mais après on va pouvoir échanger hein, plus directement. Mais je vais vous passer juste en revue les éditeurs avec qui on a fait des vidéos. Alors, nous, il y a ceux à qui on n'en a pas fait non plus. Voilà, il y a Axio. On n'a pas pu, enfin, ils ont pas, on a sollicité tout le monde, hein, on a proposé à tout le monde de faire des vidéos. Ils n'ont pas répondu, enfin, en tout cas pour le moment, hein, parce qu'à tout moment, on pourra refaire des vidéos. Chaps Vision, on n'en a pas fait non plus. Aleph, non plus. Voilà, Seekeasy, par contre, ça a été même le premier. Alors, eux, ce sont des Belges issus du renseignement et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez complet dans tous les domaines, avec des data visualisations assez intéressantes, notamment au niveau géographique. Il y avait des choses assez originales et qui cherchent à s'implanter sur le marché français. Euh, Après, il y a Coexcel, donc ils sont bien connus aussi, mais avec qui on n'a pas fait de vidéo, mais ils ont répondu quand même à notre enquête. Après, il y a Cortext. Bon, là, c'est la recherche scientifique française, donc c'est pas tout à fait un éditeur privé en fait. Mais ils ont quand même répondu à l'enquête. Et puis, ils nous ont mis quelques petites vidéos de démo de leur outil. Après, on a Esprit Collaboratif avec qui, tiens, j'ai pas mis le lien vers la vidéo, mais on a fait une vidéo avec eux. C'est la dernière vidéo qu'on a faite. Ah, c'est ça. Tout à fait. Alors, on attend, oui, c'est pour ça. Je me disais, mince, j'ai oublié un truc. Non. Mais non, en fait, non, j'ai pas oublié. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, quand on fait une vidéo avec un éditeur, on lui envoie, après montage, un lien vers YouTube, mais une vidéo non référencée. Donc, la vidéo est sur YouTube, mais personne, pour le moment, ne sait qu'elle y est. Et on attend son retour, en fait, parce que voilà, on attend que l'éditeur nous dise, ouais, c'est bon. Ou sinon, ça nous est arrivé aussi, un éditeur nous dise, ah, est-ce que vous pouvez encore couper cette partie-là, et puis celle-là, voilà. Donc voilà, la vidéo, à mon avis, va arriver dans la semaine. Voilà. Digimind, on n'a pas fait de vidéo non plus. XO, on a fini. Alors, ce sont des Lyonnais très axés full de texte, en fait, full du web. Ils travaillent beaucoup avec le monde de la recherche scientifique. Mais c'est vrai qu'ils sont très très forts dans le côté aussi détection du sourcing en fait par intelligence artificielle. Si tu dis un autre de rajouter des trucs. Bon, Cadécrawl, on les connaît par cœur parce qu'on travaille avec eux, mais on a quand même fait une vidéo avec eux. Alors, eux, c'est vrai que j'avoue qu'au départ, c'était un outil, pour l'avoir connu il y a quand même pas mal de temps de ça, qui nécessitait un petit peu de mettre les mains dans le cambouis. C'était pas toujours l'outil le plus simple d'utilisation, mais je trouve qu'ils ont fait quand même de gros progrès. Maintenant, on est un peu guidé quand on paramètre la surveillance d'une source. Et le côté plaisant, quand même, c'est qu'on peut paramétrer énormément de sources parce que là, c'est quasiment comme du RPA, comme du Robotic Process Automation. C'est quasiment comme si on paramétrait un robot et on peut lui faire surveiller des sources quasiment même au-delà de la veille. Hein. Nous, par exemple, on surveille des annuaires de services pour voir s'il n'y a pas un nouveau qui arrive dans un service. Donc, on peut faire pas mal de choses avec ADCrawl. Ils ont pas mal progressé et ils sont en train, notamment, de faire c'est leur nouveauté, hein, de faire du speech to text, justement, sur la vidéo, l'audio. Et puis, on peut aussi faire de l'ossérisation. Ça nous a servi, par exemple, pour le canard enchaîné. On peut surveiller comme ça le canard enchaîné qui est en PDF image. Il va l'ossériser et chercher des mots à l'intérieur. Donc, ils ont quand même pas mal progressé et ils proposent aussi de l'intelligence artificielle pour faire du résumé et de la synthèse. Donc, ils ont pas mal progressé aussi. Après, ah oui, alors là, Mayplug, là, c'est de la curation. Ah oui, ça y est. Oui, pardon. Ça me revient. Alors, vous aurez les vidéos à chaque fois. Hein. Il suffira de cliquer. Mayplug, tout ça, c'est accessible sur plateforme-de-veille.org. Hein. Le diaporama est déjà en ligne. Et donc, eux, en gros, ça, c'est assez original, je trouve. Moi, je trouve que c'est un moment assez intéressant. Alors, c'est pas une très grosse société, mais l'idée, eux, c'est qu'on part du graphe sémantique. Et ça, je trouve ça assez intéressant comme idée. Et on va requêter très simplement un peu à la Google au départ sur notre sujet de veille.
Et à partir de ça, il va faire un peu comme ce que faisait GeoTrend, enfin que fait toujours d'ailleurs GeoTrend, hein, qui a été racheté par Chavsvision. Et bien en fait, il va créer un graphe sémantique à partir de ça, en crawlant des résultats, et on va corriger ce graphe. C'est-à-dire qu'on va dire ça, j'en veux pas, de ce mot-clé sémantique-là, j'en veux pas. Et donc, automatiquement, il recalcule le graphe. Ensuite, on va faire ça comme ça petit à petit. Non, c'est Nicolas. Merde, je confonds les deux. C'est le chercheur en informatique de Grenoble. C'est Ah, un truc tout simple, mais qu'on peut brancher à d'autres systèmes. D'accord. Mais je sais plus. Enfin, pour le coup, il faudrait revoir la vidéo. Peut-être. Et c'est un chercheur, enfin vraiment, c'est chercheur en informatique d'abord, et qui a développé, enfin il a fait sa thèse, il était professeur d'université, et ensuite il a développé l'entreprise un peu en, comment ils appellent ça, en start-up, enfin université. Mais c'était un système. Ah oui, c'est de la curation quand même automatisée. Ouais. Le centre de, ouais, oui, c'est ça. Ouais, ouais, il y a de la curation un peu automatisée par machine learning en fait. Mais il faudrait revoir parce que oui. Il faudrait voir la vidéo, ouais. Mais il avait un système, enfin le système est pas mal, il est très peu connu, et ce qui lui manquait justement c'était de se faire connaître parce qu'il était, enfin, ça sent, du moins dans la démo, tu fais quand même. Et oui. Et il manquait un peu de financement, mais c'est vrai que c'était tout petit effectivement. Ouais. Oui, il y avait pas mal de gens du côté effectivement des Alpes en fait, moi j'ai remarqué, ou de Grenoble, Lyon. Oui, c'est vrai. Hein, c'est la et voilà. C'est sûr. C'est ça. Et oui. Et oui, donc c'est eux, pardon, du coup je me suis trompé. C'est vrai que je coupe au montage ce genre de. Et donc c'était eux qui, qui donc permettent en fait de sculpter d'une certaine manière une sorte de graphe sémantique en disant bah ça non, j'en veux pas. Et au fur et à mesure le truc se recalcule. Et à la fin, c'est qu'en fait on met en surveillance non pas comme on le fait nous avec des sources et des mots-clés. Là on met en surveillance finalement une sorte de graphe, de cartographie sémantique qui va surveiller les sources à partir de ce premier moment où on a un peu dessiné de manière très dynamique en fait la sémantique qui nous intéresse. Ouais, c'est vrai que c'était eux. Bon après SynthUp, bon bah là ici on connaît bien aussi. Bah, c'est assez intéressant aussi, moi je trouve SynthUp même comme approche, c'est que je trouve il y a une idée un peu de commencer à faire une sorte de recherche un peu en mode moteur de recherche et on va l'automatiser. Et c'est vrai que c'est aussi une approche qui est assez originale, en fait, qui est intéressante aussi. Avec un côté comme très ouvert sur l'expérimentation de ce que font leurs clients, en fait. Hein. Ils ont créé un club dans lequel on est intervenu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est vrai qu'ils n'hésitent pas à s'inspirer de ce que leurs clients font comme expérimentation, bidouillage. Et c'est comme ça qu'ils ont repris un peu ce qu'on a fait, nous, avec WordPress, par exemple. Et donc, ils commercialisent maintenant le modèle de plateforme de veille qu'on a pu créer sur WordPress, en fait. Alors après, il y a Siveille, alors qu'on n'a pas vu pour le moment, en tout cas en vidéo, mais ils ont répondu à l'enquête. Talkwalker, donc il y a quand même un des plus grands, notamment dans tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Valona, là, eux, c'est bien des Scandinaves, je ne me trompe pas. Ouais, je sais plus. Mais ils avaient un nom, enfin, ils ont changé de nom, mais je me souviens plus du nom. Ah oui, il y en a un autre qui n'a pas répondu, c'est Silverbreaker, je trouvais assez intéressant. Vous avez rencontré, et à l'occasion, je crois qu'ils avaient répondu à notre ancienne enquête. Et là, ils n'ont pas répondu de nouveau. Il faut dire que bon, je pense qu'ils n'avaient plus je crois qu'ils n'ont plus personne en France, en fait. Et puis, il y a Watch. Alors, je le prononce, Watch. Ouais, voilà. Je le prononce bien. Qui est aussi développé par quelqu'un qui vient du métier, en fait, qui travaillait à la FNOR, hein, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça, hein. Ouais. Et là aussi, c'était quelque chose quand même d'assez rafraîchissant, je trouve, comme fonctionnalité. C'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même, ça foisonne quand même de cultures de fonctionnement différentes, voilà. Et donc, vous retrouverez du coup l'ensemble de l'enquête avec toutes les données sur le site web plateformedeveille.org. Et puis, vous trouverez aussi le diaporama qui est déjà directement dessus. Voilà. Ouais, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.